Lorsque vous développez un projet qui réduit les émissions CO2 en Afrique, par exemple un parc éolien, une centrale photovoltaïque, vous réduisez les émissions CO2, votre projet est éligible, il peut recevoir pour chaque tonne de CO2 évitée dans l'atmosphère, il peut recevoir un crédit de carbone. Ce crédit de carbone est octroyé par un mécanisme de l'ONU, donc vous devez faire enregistrer votre projet pour recevoir des crédits de carbone. Et ces crédits de carbone, lorsqu'ils sont monétisés, valorisés financièrement, ils constituent des suppléments de revenus pour les projets en phase d'exploitation. Et donc votre parc éolien ou votre centrale solaire a une deuxième ligne de revenus qui solidifie son modèle économique et qui peut même l'aider, le cas échéant, à faciliter la recherche de financement ou l'identification de financement, parce que les investisseurs trouveront là une solidité plus forte du projet, ou même ils se diront il y a un amortissement plus rapide, ou en tout cas il y a une attractivité, il y a une rentabilité. On veut que ces projets-là soient plus rentables que des projets par exemple qui mettent en place des énergies fossiles ou qui utilisent de l'énergie fossile. Toute l'idée et la philosophie de la finance climat, c'est d'opérer la bascule d'une économie très énergivore vers une économie sobre en carbone, où les technologies vertes sont disséminées. Et dans les pays en développement, comme il n'y a pas d'incitation financière aujourd'hui pour ça, la communauté internationale décidé, depuis l'entrée en vigueur du protocole de Sion, du protocole de Kyoto, parce que tous ces mécanismes sont le fruit du protocole de Kyoto, sont issus du protocole de Kyoto, la communauté internationale a décidé d'offrir la possibilité aux pays en développement d'avoir des mécanismes financiers incitatifs. Et les crédits de carbone, puisqu'il s'agit des crédits de carbone, sont l'un des segments, l'un des mécanismes. Voilà. Et qu'en est-il de votre expérience africaine en la matière ? Alors nous, on accompagne des porteurs de projets sur le continent africain. On a accompagné une quarantaine, et c'est notre portefeuille actuel, une quarantaine de projets dans 18 pays, donc ça va du Sénégal à l'île Maurice. Nos clients sont principalement des grands groupes français, c'est par exemple Akuo Énergie, plutôt une grande ETI française dans le secteur de l'énergie, c'est Quadrant, c'est Eren qui vient d'être acheté par Total, c'est les cimentiers Vicat. Pour des projets très précis, c'est le fonds d'investissement Meridiam ou Greenwich Partners, pour des centrales solaires photovoltaïques au Sénégal. Vous savez que Meridiam a construit 2 centrales de 30 MW au Sénégal, donc c'est des grandes centrales solaires photovoltaïques. On accompagne une filiale d'Eiffage en Mauritanie qui a mis en place une centrale de 50 MW, Akuo Énergie au Mali, Quadrant à l'île Maurice pour un parc éolien de 18 MW au nord de l'île. Donc il y a vraiment une diversité forte des projets. Et puis des industriels africains, le groupe Sifka, qui est un groupe agro-industriel, qui va mettre en place une centrale biomasse de 60 MW, qui utilisera des résidus de palmier à huile et d'EVA pour produire de l'électricité. Et ça sera la plus grande centrale biomasse d'Afrique. Et ce qui est intéressant avec Biocala et le groupe Sifka, et qui concerne un peu plus, je pense, ceux qui nous regardent, c'est que ça va permettre aussi d'accroître les revenus des coopératives agricoles qui se situeront dans un rayon kilométrique raisonnable de la centrale, puisqu'on utilisera des résidus qui sont autour de la centrale. Et Sifka a un plan de déploiement très intéressant, très conséquent, puisque je crois qu'il y a une dizaine de centrales de 60 MW, ce qui fait 600 MW. Si je ne dis pas de bêtises, la Côte d'Ivoire, ça doit être quelques milliers de mégawatts, peut-être 3000 mégawatts de capacité installée, bon, peut-être un peu moins. Mais enfin, c'est très conséquent à l'échelle de la Côte d'Ivoire et à l'échelle de l'Afrique. Voilà, les centrales biomasse, c'est un des exemples de projets qui réduit les émissions CO2, mais qui va au-delà de la réduction du CO2 et qui a aussi des impacts sociaux, économiques pour les populations en matière de diversification des revenus, par exemple, des agriculteurs. Très bien, alors justement, monsieur Le Sachet, vous connaissez bien l'Afrique.
En tout cas, j'aime l'Afrique. Je ne sais pas si je la connais, mais je l'aime. Et vous la connaissez, c'est encore mieux. Alors, que pensez-vous, ou plutôt quel est l'état des lieux en matière d'environnement, de politique environnementale en Afrique, particulièrement en relation avec l'agriculture? Parce que l'agriculture, vous le savez, sont accusés d'être une des activités humaines les plus pollutrices, comment dit-on, les plus polluantes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état des lieux? Déjà, j'ai pas cette vision, en tout cas personnellement, de l'agriculture. L'agriculture, c'est ce qui permet de nourrir les hommes. Pollution, peut-être, je ne sais pas, vous faites référence peut-être à l'agro-industrie. Elle est accusée. Moi, je trouve que c'est un mauvais procès, puisque, alors peut-être certaines dérives de l'agro-industrie, mais l'agriculture telle que je la perçois en Afrique, déjà, il y a beaucoup d'agriculture vivrière, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture. Je pense qu'en Afrique, on a justement besoin de plus d'agriculture, d'une structuration plus importante de la filière agricole. On a besoin d'infrastructures agricoles de façon massive. Et donc là, j'en reviens, c'est le coût de l'énergie aussi, parce que avoir par exemple, je sais pas, des chambres froides nécessite aussi une capacité énergétique derrière. Et c'est sûr que quand vous fonctionnez avec des générateurs, le coût de production, ou si vous voulez transformer une matière première agricole, vous avez besoin de coûts d'énergie, déjà d'une énergie stable, fiable, aussi d'une énergie compétitive, pas chère. Et là, il y a une vraie question avec les générateurs et les énergies fossiles et les réseaux. Mais pour revenir sur l'environnement, l'Afrique est très peu émettrice de CO2. C'est 4% des émissions de CO2 dans le monde, donc elle est très peu émettrice. Le point de vigilance, c'est la trajectoire de croissance des émissions. Avec l'explosion démographique et aussi la croissance économique, il y a un risque que la trajectoire de croissance des émissions en Afrique soit très élevée. Et c'est pour ça d'ailleurs que la finance carbone, la finance climat doit permettre que ce développement africain, cette émergence africaine, ne se fasse pas dans les mêmes conditions qui ont prévalu dans les pays occidentaux, typiquement pour faire simple, la révolution industrielle qui était très polluante, puisque la responsabilité du réchauffement planétaire est quand même particulièrement liée aux États, aux économies des pays développés. Le sujet, moi, qui m'importe le plus, s'agissant de l'environnement en Afrique, c'est la question du réchauffement, et elle a des conséquences en matière agricole. Si vous avez 2 degrés de moyenne à l'échelle mondiale, ça paraît, c'est déjà énorme, mais ça peut paraître à certains, 2 degrés, alors quelle est la conséquence? Mais 2 degrés, c'est une moyenne. Donc dans certaines zones, le Sahel notamment, c'est pas 2 degrés, ça va être 3 degrés, 4 degrés. Et donc ça a des conséquences directes en termes d'agriculture. Vous avez une modification des rendements agricoles, des sols, vous avez des pénuries d'eau, une raréfaction de la ressource en eau, du stress hydrique, vous avez une déforestation. Et donc dans la déforestation, vous savez qu'il y a évidemment la question de l'énergie, la question aussi de l'agriculture, de la petite agriculture. Et la déforestation, c'est un vrai problème quand on sait que dans certains pays comme la RDC, 80% de la population utilise du charbon de bois pour ses besoins de cuisson domestique. Donc il y a des problèmes de sécurité alimentaire derrière, etc. Et on pourrait multiplier les exemples. Vous avez aussi toute cette bascule qui s'opère vers les villes, cette urbanisation galopante, ce mouvement des campagnes vers les villes qu'on a connu, nous. Mais en Afrique, il y a une vraie nécessité, il y a beaucoup d'importations, il y a une vraie nécessité d'avoir une agriculture très forte. Déjà, ça demande de la main-d'œuvre, parce que il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre qui est nécessaire, et vous avez beaucoup de jeunes en Afrique qui doivent s'insérer sur le marché de l'emploi. Ils ne vont pas trouver des emplois que dans les grandes entreprises ou dans le secteur public. Donc l'agriculture, c'est au-delà d'une nécessité économique et même vitale, parce qu'il faut nourrir des populations dans un contexte d'explosion démographique, c'est aussi un paramètre très fort d'aménagement du territoire et de cohésion sociale. Et si vous n'avez pas ça, vous avez évidemment des possibilités de déstabilisation de certains États, de migration interne incontrôlée, de problèmes de droits fonciers. Et quand vous avez des déstabilisations, on l'a vu en Côte d'Ivoire, mais dans plein d'autres pays, quand vous avez des déstabilisations, vous avez après des mouvements extrêmes qui s'enracinent et des problèmes sécuritaires, qu'on retrouve de toute façon. Donc, notre destin, il est lié à celui de l'Afrique, c'est une évidence géographique, historique et humaine.